7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Alexandre Varro. Bonjour. Vous êtes avocat, ancien député européen de 1999 à 2004. Vous aviez été élu sur la liste conduite par Charles Pasqua et Philippe de Villiers. Et vous figurez aujourd'hui en 5e position sur la liste de Jordan Bardella. Vous n'êtes pas en 5e position ? Personne ne sait sa position aujourd'hui à part les trois premiers. Première erreur. Mais donc, en tout cas, vous êtes sur la liste. En tout cas, je suis sur la liste et il se dit que je suis en position éligible. Mais je ne sais pas à quelle place et je crois que ça sera révélé dans quelques jours, tout ça. Parfait. Pourquoi avoir rejoint cette liste et pourquoi vous réengager maintenant, Alexandre Varro ? Parce que c'est urgent, parce que j'ai fait effectivement un premier passage au Parlement européen qui a été un moment très formateur, très heureux, j'espère un peu utile, avec Philippe de Villiers, auquel je reste affectueusement et politiquement lié. Puis je suis revenu à mon métier d'avocat. J'ai défendu des intérêts particuliers comme tous les avocats et maintenant je pense que je dois défendre l'intérêt général. Et donc voilà, l'impression que je n'avais plus le choix. Peut-être c'est un effet aussi du temps qui passe, surtout des circonstances qui changent. Est-ce qu'il y a un événement, quelque chose qui vous a marqué, qui vous a vraiment poussé à vous réengager ? Malheureusement, il y a des événements, il y en a tous les jours qui me poussent à me réengager. Donc il n'y a pas un événement dont je puisse dire qu'il a été déterminant de mon choix. Tous les jours, je me lève, j'écoute une radio, votre radio, une autre, je lis un journal et je me dis que l'action politique est nécessaire, voilà, qu'il faut faire ce qu'on peut, qu'il faut faire, si on aime son pays, si on a un autre projet dans la vie que de payer moins d'impôts, et bien dans ce cas-là, voilà, on s'occupe de politique parce que la politique, elle s'occupe de vous. Et pourquoi Jordan Bardella ? Pourquoi le Rassemblement national ? Parce que c'est la suite logique. Pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé en fait depuis Philippe de Villiers. C'est les circonstances qui ont changé. C'est pas un autre projet politique. Je pense en fait exactement la même chose qu'il y a 25 ans. Mais celui qui aujourd'hui, le parti politique qui aujourd'hui défend la souveraineté nationale, la liberté d'entreprendre, la résistance à la submersion migratoire, etc. On pourrait être long, je vais être court. Eh bien, c'est le Rassemblement national. Et comme je l'ai défendu avec le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, simplement, maintenant, aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Et avec la possibilité que je n'ai pas connue à cette époque-là, la possibilité de gagner. Et ça, c'est pas déplaisant. Oui, c'est-à-dire l'idée qu'on va non pas seulement témoigner, parce que c'est bien gentil de témoigner, mais la politique, à un moment, c'est 50% plus une voix. Vous auriez pu vous engager auprès de Marion Maréchal ? Quand je l'écoute, je n'ai pas de déplaisir à l'écouter. On pense souvent les mêmes choses sur plein de choses. Mais la politique, c'est 50% plus une voix. Oui, c'est ça. Parce qu'on parlait de Philippe de Villiers, vous étiez au MPF avec Guillaume Pelletier aussi, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Les deux ont soutenu, Guillaume Pelletier s'est même engagé sur cette liste. Oui. Bon, en tout cas, vous avez donné votre réponse. J'espère qu'ils vont nous rejoindre à un moment, parce que voilà, c'est l'espoir de gouverner. On ne fait pas de la politique pour témoigner. Voilà, l'espoir de gouverner, l'espoir de changer les choses, il est aujourd'hui derrière Marine Le Pen et Jordan Bardella. Mais ce qu'ils défendent est souvent proche de ce que nous défendons. Nous avons des désaccords, mais évidemment que ce ne sont pas des adversaires. Des concurrents. Alexandre Varro, vous êtes toujours l'avocat de la Manif pour tous ? Ou du syndicat de la famille, le truc a évolué. La Manif pour tous n'existe plus, est devenu le syndicat de la famille. J'irai m'exprimer devant eux dans quelques jours, je crois dimanche prochain. Jordan Bardella m'a demandé de le remplacer. Le changement de nom signifie aussi un changement d'objectif. Voilà. La Manif pour tous, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Il n'y aurait pas de majorité de Français pour changer cette loi. Bon. Par contre, qu'il y ait un syndicat de la famille, c'est une chose utile. Voilà. Représenter, défendre les familles qui sont, par tant de chemins différents, attaquées. Ça me paraît très bien et c'est avec plaisir que j'irai les voir dimanche prochain.
Alors après, pour mon rôle professionnel auprès d'eux, d'abord, je n'ai pas le droit de vous en parler, et ensuite, je vais quand même vous le dire, non, je n'ai plus de relation professionnelle avec eux, mais j'ai gardé de profondes relations amicales avec les gens qui représentent ce syndicat. Alors vous voyez peut-être les questions venir, parce que le RN a été assez ambigu sur les questions de mariage pour tous, de GPA, qui a créé de fortes divisions au sein du parti. C'est un non-sujet pour vous, ça, aujourd'hui ? Ben, la GPA, c'est pas un non-sujet, c'est un sujet à venir. Mmh. Qu'on nous promet, puisque si Emmanuel Macron n'a rien réglé dans aucun domaine, par contre, les lois sociétales, il s'y emploie avec ardeur, et on voit bien que la GPA est dans le tuyau d'arrivée. Donc non, en fait. Non. Là, le Rassemblement national n'est pas divisé à ce sujet, c'est non. C'est non, donc pas de marchandisation du corps des femmes. Voilà, c'est simple. Alors, on va bien sûr aborder certains sujets d'actualité, mais d'abord, j'aimerais vous faire réagir au déplacement de Marine Le Pen à Mayotte, qui subit une submersion migratoire depuis plusieurs années. Gérald Darmanin y avait lancé la fameuse opération Wambouchou et plus récemment l'opération Place Nette XXL. 60 interpellations liées aux gangs, 25 000 expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Le gouvernement s'en vante, mais Marine Le Pen déplore un énième coup de com', Alexandre Varro. C'est un coup de com'? Là, c'est comme Marseille. Les opérations XXL, on en fait beaucoup en France. Et puis, ça ne marche pas. Alors, peut-être faudrait-il se dire qu'il faut changer de taille et qu'on serait plus efficace en étant moins gros. Non, mais hors de toute plaisanterie, Wambouchou est un échec complet. Ouais. Donc, à Mayotte, on est dans une situation très particulière. On a des pays voisins qui nous agressent au sens propre, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'envahir Mayotte. Voilà, il y a un territoire français qui fait l'objet d'un envahissement. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour pour y résister, il faut des circonstances. La circonstance d'exception et les lois. À la circonstance d'exception, on répond par des lois d'exception. Donc il faut d'urgence qu'à Mayotte, il n'y ait plus de droit du sol, qu'il n'y ait plus de regroupement familial. Qu'il y ait la marine nationale qui veille autour de Mayotte pour empêcher les accostages sauvages qui ont lieu tous les jours et qui déversent des migrants. Voilà, il faut une volonté, un esprit de décision. Ça ne sera pas facile. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le gouvernement de sévir, d'empêcher ce qui se passe actuellement? Et enfin, voilà, Gérald Darmanin a répondu avec ses opérations à foison, mais finalement, ça ne change rien. Qu'est-ce qui empêche Gérald Darmanin ? Parce qu'il est sur un petit territoire face à une réalité, et que le gouvernement, on le voit avec Gabriel Attal, est extrêmement fort pour les coups de menton et les déclarations spectaculaires. Mais là, en fait, on voit l'effet des déclarations tout de suite. Et on est dans un test à de petite taille, mais voilà, une grandeur qui permet de constater si ça passe ou si ça passe pas. Et en fait, ça passe pas. Et il suffit pas de déclarer. Et il suffit pas d'envoyer. Alors, il fallait les envoyer. 200 gendarmes de plus ou 400 gendarmes de plus, je ne sais pas. Mais il faut une volonté politique puissante derrière. Or, le gouvernement continue à avoir peur d'un certain nombre d'associations, d'organisations, du candidaton, et se dandine d'un pied sur l'autre, voilà, comme toujours. Alors l'immigration, c'est l'un des thèmes majeurs de la campagne de Jordan Bardella. Pour l'ancien député LR, Guillaume Larrivé, l'immigration est hors de tout contrôle en France. Vous êtes d'accord avec lui ? Ah oui, c'est très bien que LR revienne à la raison. Je glisserai à l'oreille de Guillaume Larrivé, si je le croise jamais, que c'est à cause de lui et à cause des gens de son parti. C'est formidable, tous ces gens qui, tout d'un coup, nous expliquent effectivement la réalité. L'immigration est hors de tout contrôle à cause de tout ce qui est voté depuis le début des années 70, qui a préparé cette situation. Et les amis de M. Guillaume Larrivé sont, avec les socialistes bien sûr, mais eux pas moins que les autres, les coupables de... En fait, on ne connaît pas vraiment les chiffres. Il y a des millions de personnes issues de l'immigration, des centaines de milliers, peut-être des millions en situation irrégulière, et des gens qui ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux en fait. C'est-à-dire qu'on leur vend du rêve, on les fait passer souvent avec des prix très élevés, certains meurent dans la Méditerranée,
il ferait mieux d'entendre ce que leur dit le cardinal Sarah, l'évêque guinéen. Restez chez vous, enrichissez l'Afrique, développez notre pays, développez notre continent. N'allez pas en Europe, vous ne serez pas heureux. Et effectivement, on n'a pas l'impression... qu'est-ce qui se passe ? On a recréé des bidonvilles qu'on avait fait disparaître. Il y en avait dans les années 50, 60 encore à Paris, des bidonvilles. Et puis, dans les années 70, ça a disparu. Puis maintenant, on en revoit fleurir partout, voilà, à cause de cette immigration déraisonnable. Ça va pas être facile d'y mettre un terme. On en va le avait faire. parlé avec Fabrice Edjeri, justement, qu'on a reçu la semaine dernière, et de l'incapacité de Frontex à gérer ce flux migratoire. Frontex qui est donc associé à l'Union européenne. Et ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que la France n'est plus souveraine en matière de politique migratoire ? Alors, il y a beaucoup de domaines dans lesquels la France n'est plus souveraine, et notre but est bien évidemment de reprendre cette souveraineté. Il est certain que depuis les accords de Schengen, la souveraineté s'est largement délitée. Mais ce qui a été fait par la loi, qu'elle soit française ou européenne, peut être des faits. C'est bien à quoi je m'applique avec le Rassemblement national, c'est à reprendre le pouvoir pour reprendre la main sur notre destin. Et donc, il n'y a aucune fatalité. Voilà. Tout dépend de nous. Vous me demandiez au début pourquoi est-ce que je refais de la politique, pour ça. Voilà. Oui. Vous pèseriez suffisamment au Parlement européen pour changer véritablement tout ça ? On vous dira ça le 10 juin. Mais pour le moment, en France, les intentions de vote n'ont pas l'air trop négatives. Si on cumule tous ceux qui sont attachés à la souveraineté nationale, on n'est pas loin des 50%, dont les 3/4 représentés par ma liste du Rassemblement national. Oui. Voilà. Donc oui, et la France n'est pas seule. Voilà. Les grands pays européens, on voit qu'il y a un mouvement qui se lève, alors on va continuer. Pour vous, c'est une élection clé, les européennes, parce que c'est l'élection qui intéresse le moins les Français. Malgré tout, vous faites de très bons scores, on le voit dans les sondages. Mais en quoi est-ce une élection importante, en fait ? Qu'est-ce qu'il faut dire aux Français ? Comment les sensibiliser ? Elle est doublement importante. Elle est importante d'abord pour l'Europe. Nous ne sommes pas anti-européens, nous sommes pour une autre Europe, une Europe des coopérations, des solidarités, une Europe à la carte et pas au menu. Et donc, le Parlement européen a du pouvoir, même si c'est la Commission européenne qui a le monopole de l'initiative parlementaire. À un moment, il faut l'accord du Parlement européen pour quelque chose. Donc, il faut qu'on y soit. Voilà. Il faut que les souverainistes soient là, il faut qu'on puisse parler, et il y a des choses qu'on a besoin de faire avec nos voisins, qu'on fera mieux avec eux que seuls. Donc l'Europe n'est pas une idée absurde. En même temps, c'est, comme dirait Emmanuel Macron, c'est une élection, comme diraient les Américains, de mi-terme. Voilà, alors là, autrefois, à Radio Courtoisie, il fallait mettre une pièce dans le nourrin quand on avait prononcé un... Le cochon est toujours là. Ah, le cochon est là-bas, très bien. Donc c'est une élection de mi-mandat. Et c'est une élection qui envoie un signe. Et évidemment, ça va être l'occasion, je crois, pour les Français de montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement, que les sourires et l'habileté de ce funambule de la sémantique qu'est Gabriel Attal ne suffisent pas à les rassurer, et que dans 2027, on va tout changer. Et on va montrer que nous sommes pas devant la porte d'entrée du pouvoir, les clés à la main. Alors pour une autre Europe, certains candidats aux élections européennes appellent à quitter certaines instances de l'Union européenne. La CEDH, par exemple, joue un rôle majeur dans la politique migratoire nationale et européenne. Faut-il quitter la CEDH pour réparer cette souveraineté ? Nous avons beaucoup de problèmes d'une manière générale avec ce qu'on va appeler les cours suprêmes. Le rôle du Conseil d'État en France est extrêmement inquiétant, qui fait et défait les volontés politiques. Le rôle du Conseil constitutionnel, on vient de le voir, sur cette mauvaise loi sur l'immigration, mais où il y avait quand même des petites choses qu'on pouvait soutenir, il s'est empressé de défaire tout ce qui était positif. Et à l'étage au-dessus, la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, ou la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH à Strasbourg, joue également un rôle idéologique néfaste. Mais c'est le fonctionnement global de l'Union européenne qui trouve son acmé avec ses cours. C'est-à-dire que
les gens qui dirigent vraiment sont nommés, pas élus. Voilà, donc la Commission européenne qui a le monopole de l'initiative parlementaire, ce sont des gens nommés. La Banque de Francfort, ce sont des gens nommés. La CEDH, ce sont des gens nommés. Donc c'est un entre-soi de quelques dizaines de milliers de personnes qui a la main sur l'Union européenne. Ouais. Et le seul endroit où on puisse y rentrer, parce qu'il n'y a personne de plus démocrate que nous, que les patriotes, le seul endroit où on puisse rentrer dans le système et mettre un coin, c'est par le Parlement européen. Et c'est ce qu'on va faire le 9 juin. Dans l'actualité, cette fois, Alexandre Varro, Gabriel Attal a annoncé un sursaut d'autorité en réponse à l'augmentation des violences dans le pays, en particulier à l'école, au sujet de laquelle le Premier ministre a employé les termes de charia, d'entrisme islamiste, c'est nouveau. C'est rassurant d'entendre ce type de discours ? Oui, c'est toujours rassurant de voir que les gens reprennent raison. Et si Gabriel Attal a envie de mettre en œuvre le programme du Rassemblement national, ce qui est important, c'est le programme, c'est pas le parti. Donc c'est très bien. S'il fait ce qu'on veut faire, on le laisse faire. Voilà, l'important, c'est de sauver le pays. Donc s'il s'y emploie, Inch'Allah. Alors, donc justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cet entrisme à l'école, en particulier ? Et comment permettre aux professeurs aussi, aux proviseurs de se défendre face à certaines violences liées à cet entrisme ? Alors, bien sûr, ça va se faire dans le temps. Hein. Déjà, il faudrait que nous ne soyons plus dans ces situations où, dans une classe, vous avez une classe de 35 élèves, vous en avez 30 qui sont issus de l'immigration, de pays différents, avec des revendications culturelles, des préoccupations religieuses. Voilà, mais je ne suis pas convaincu par cette richesse. Et donc, il faut déjà prévoir le temps long. Je ne vais pas vous proposer des solutions pour demain matin, mais déjà prévoir dans le temps long qu'ayant mis un terme à cette submersion migratoire, nous ne soyons plus face à cette possibilité. Qu'ayant limité la submersion migratoire, nous soyons en situation, puisque tout le monde ne va pas remonter dans des bateaux, évidemment. Bien sûr. Donc nous soyons en situation d'intégrer les gens, de donner aux gens l'envie d'être intégrés. C'est-à-dire qu'on leur montre que nous sommes fiers de nous-mêmes, de ce que nous sommes, et qu'ils ont l'envie de s'intégrer à une culture, un projet commun, et ce fameux vivre ensemble, cet horrible mot de la gauche, etc., peut avoir un sens. Vivons ensemble, mais vivons ensemble comme des Français. Voilà, vous êtes venus en France, vous avez vocation à être des Français. Et donc la France, ça n'est pas une couleur de peau, les Français ne sont pas blancs, noirs, jaunes, par contre c'est une culture. Et pour la culture, elle est unique. Voilà, et c'est s'intégrer, et contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, la France n'est pas multiculturelle. Il y a une culture française, et tous ceux qui adhéreront à la langue française, aux mœurs françaises, à la culture française, à tout ce qui s'est construit dans le temps long, comme étant la France, tout cela peuvent être français. Ce n'est pas la loi qui change les choses. Hein, les lois, ça va très vite. Ce qui est beaucoup plus important que la loi, ce sont les mœurs. Et ça passe essentiellement ou exclusivement par l'école ? Là, ça passe beaucoup par l'école parce que c'est un âge de formation. Donc il y aura beaucoup de choses à faire pour rendre aux maîtres leur autorité, pour restituer la possibilité d'avoir la main pour sauver ceux qui vont mal, mais aussi la possibilité d'aider ceux qui vont bien. Et que, voilà. Parce qu'il y a la question du communautarisme aussi, des communautés dont sont issus les élèves qui arrivent dans une école où on leur apprend la laïcité, les valeurs de la République, etc. Ce qui ne fait pas du tout... il n'y a il y a aucun équilibre entre ce qu'on apprend à l'école, effectivement, ça revient un petit peu à ce que vous disiez, et ce qu'on leur enseigne dans ces communautés. Aucun. Face à l'islam, mais c'est pour ça que ça se passe si mal. Et c'est pour ça qu'il y a tant de violence. C'est que vous avez un choc thermique entre des communautés qui ne sont plus intégrées et difficilement intégrables, où on vit dans une barre d'immeubles où on a séparé d'ailleurs les nations d'un immeuble à l'autre. Voilà, où tout le monde va parler telle langue de tel pays d'Afrique. Et quand vous n'avez aucun lien culturel avec le pays, vous ne reconnaissez que la loi des vôtres. Ils ont déplacé un petit bout de leur pays sur notre territoire. Et donc, notre loi, notre culture
pour le moment, ne les intéresse pas. Et c'est bien triste parce qu'on les a fait rentrer trop nombreux, trop vite. Oui. Alors que si on avait laissé, bien sûr que des migrations, il y en a toujours eu dans l'histoire du monde. Mais ce qui est totalement déraisonnable, c'est de les faire à cette échelle-là, dans ce temps-là. Alors maintenant, il va falloir faire en sorte de pouvoir, à ceux qui sont là, qui veulent rester là et qui peuvent rester là, et là, leur tendre la main pour leur dire, vous allez devenir français. Voilà. Et devenir français, ça consiste à un certain nombre de choses. Voilà. On va parler de Jean de La Fontaine, quelques autres. Alors, il nous reste 1 minute 30 avant le bulletin d'actualité, Alexandre Varro. Juste une question, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, on ne peut pas renvoyer tout le monde par bateau dans son pays, c'est logique. En attendant, il y a des cités, il y a cette fameuse opération Plasmatic XL qui, on l'a vu, ne sert pas à grand-chose. Dans l'immédiat, vous parliez de temps long, mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait pour éradiquer au moins le trafic de drogue, toutes ces choses-là qui gangrènent les cités ? Est-ce qu'il faut faire des actions coup de poing ou pas ? Il faut tout faire. Bien sûr, les actions coup de poing, l'action de Marseille, il fallait la tenter. Ça déstabilise provisoirement. Voilà, vous donnez un coup de pied dans la ruche, les abeilles s'envolent et puis elles reviennent dans la ruche. Hein. Oui. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, il faut faire. Moi, je pense qu'il faut agir un peu en amont, c'est-à-dire établir quelque chose qui n'existe pas depuis 50 ans en France, ce sont les courtes peines. Les courtes peines, c'est totalement interdit. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, pour avoir une peine de prison effective, il faut avoir été condamné 10 fois à des peines cosmétiques. Et puis, quand vous arrivez au moment où finalement, là, les juges en ont vraiment assez et vous condamnent à une peine un peu longue, la première, vous n'allez pas l'exécuter, vous aurez un bracelet, puis il faudra encore attendre un peu. Entre-temps, vous avez appris les avantages de la délinquance. Oui. Parce que la délinquance, ça apporte de l'argent, ça vous donne un statut social, ça fait de vous quelqu'un dans la cité. Malheureusement, la hiérarchie des valeurs, elle s'établit comme ça. Si vous commencez à taper jeune, très jeune, en envoyant les gens en prison pour 1 mois au début. Voilà, c'est rien. Mais vous savez qu'il y a une peine. Et vous savez que celle d'après, ça sera plus 1 mois, ça sera 3 mois. Et vous pouvez faire pour des courtes peines des prisons qu'on aura les moyens de construire, parce que la préoccupation budgétaire doit être là, parce qu'elles seront pas chères, parce que personne ne s'évade pour 1 mois de prison. Oui. Alors on va continuer cette conversation juste après ce point d'actu. Il est 9h, c'est le bulletin d'actualité d'Alice. C'est donc ma fête. Vue de haut. Bonne fête, Alexandre Varro. Merci. On aurait dû commencer par ça. Mais oui. C'est scandaleux, tout se perd. Alexandre Varro, alors toujours dans ce contexte de violence, d'ensauvagement de la société, le port d'armes ne sera plus aussi sévèrement sanctionné puisqu'une simple amende sera réclamée aux personnes concernées. Une amende de 500 €, une façon de désengorger la chaîne pénale. Est-ce bien raisonnable, Alexandre Varro, aujourd'hui ? C'est complètement dément. Les policiers sont affolés. La plupart des gens qui portent les couteaux peuvent avoir, même s'ils n'en ont pas le projet, en tout cas, ils ont l'occasion de s'en servir. C'est ça le problème. C'est qu'il ne faut pas avoir une arme chargée chez soi. Et les gens qui ont des armes, qui sont des chasseurs, connaissent les règles et savent qu'elle est démontée, que c'est rangé d'une manière particulière, etc. On ne se promène pas avec un couteau. Il n'y a plus aujourd'hui beaucoup de gens qui se promènent avec un couteau dans la poche dans le but de tartiner à l'heure du déjeuner. Ça existe, mais ça existe quand même moins. Aujourd'hui, les porteurs de couteaux sont des gens qui ont peut-être des problèmes avec leur virilité ou des gens qui ont de mauvaises intentions et en tout cas qui sont capables de faire un pas de trop, un pas de plus. Voilà, si vous n'avez pas le couteau dans la main, dans la poche, vous poignardez personne, c'est assez simple en fait. Donc il faut empêcher en amont. C'est exactement aussi bête que la dépénalisation des drogues dites douces, parce qu'il n'y a pas de drogue douce en fait. Toutes les drogues sont destiné à vous retourner la tête. Voilà, alors plus ou moins fortement, mais donc non, pas de dépénalisation des drogues, pas de décorrectionnalisation des armes. Et c'est un formidable exemple. Malheureusement, on aimerait leur voir faire que des choses bien, parce qu'on veut du bien à notre pays, mais c'est un formidable exemple de ce en même temps macronien qui nous donne des coups de menton en annonçant qu'on va voir ce qu'on va voir sur l'autorité et qui en même temps décide qu'on pourra porter des couteaux dans la poche sous une peine d'amende, ce qui fait que plus personne ne va se poser la question en fait. Donc ça arrive dans un contexte quand même on peut dire qu'ils ont le sens du temps, c'est bien adapté.
Cette amende est possible en cas de remise volontaire de l'arme, évidemment. Elle est exclue s'il s'agit d'un mineur, par exemple. Ce qui nous amène forcément à évoquer le cas de Philippe, le jeune homme massacré à Grande-Synthe la semaine dernière. On pourrait évoquer de multiples autres exemples, bien sûr. Avec un tel niveau de violence, Alexandre Varro, quelle réponse faut-il apporter à ces jeunes de 14-15 ans devenus des criminels, en fait? Enfin, est-ce que la justice pénale aujourd'hui est suffisamment efficace, adaptée à ce type de... Nous avons beaucoup de mal à répondre. Là, je vous parle aussi un peu comme avocat. Oui. Ça n'est pas simple de répondre à cette délinquance qui est de plus en plus jeune. Et incontestablement, on va avoir besoin de faire descendre les niveaux de responsabilité pénale et d'âge, presque pour venir au secours de ces jeunes gens qui sont exploités. Justement parce qu'ils pourraient ne pas avoir de responsabilité pénale, on les met en guetteurs auprès des points de deal. On en fait donc des gens qui sont installés dans un système. Et voilà, très jeune, à 13-14 ans, on trouve des voyous extrêmement endurcis. Moi, je me souviens, au centre des jeunes mineurs de Fleury-Mérogis, ceux avec lesquels il était le plus difficile de parler, c'était les plus jeunes, c'était les plus durs. Ah ouais. Quand vous dites des plus jeunes, c'est quel âge? 15 ans. Ouais. C'était dialogue impossible, quoi. 16 ans peut-être. Ils sont extrêmement enfermés dans la rébellion, qui peut être aussi un peu propre à cet âge, une rébellion contre l'âge adulte, contre l'autorité, mais là, à eux, on ne propose pas simplement de se dire tout d'un coup que papa n'a pas toute autorité, ne sait pas tout sur tout. Là, c'est une révolte contre toute autorité qui existe, contre la loi, contre le gouvernement, voilà. Et ils sont guidés par les voisins, les grands frères, vers des choses épouvantables. Il va falloir faire preuve effectivement de beaucoup d'autorité, mais ça ne se fera pas simplement en augmentant les peines, en diminuant la majorité pénale, même si tout ça est nécessaire. C'est beaucoup plus vaste, c'est-à-dire qu'il faut casser tout ce système d'immigration, cesser, intégrer ceux qui resteront. Voilà. Il y aura tant de choses à faire en même temps. Nous avons tant de travail à faire qu'il est temps qu'on s'y mette rapidement. Il y a notamment la responsabilité des parents évoquée par Gabriel Attal. Ça manque, ça aussi? Oui, ça manque, la responsabilité des parents. C'est pas simple à mettre en cause parce que on a tous envie de se dire on va priver d'allocation familiale des gens qui ne jouent pas leur rôle de parents. C'est légitime. Ouais. Et puis on va le faire, il faut le faire. Simplement, le temps que la peine prononcée contre le mineur soit effective et qu'elle justifie la perte des allocations familiales, le mineur, entre-temps, il est souvent devenu majeur. Oui. Donc, oui, c'est vrai que ça aussi, donc ça ne sera pas le remède unique, même si c'est un message nécessaire. Alors hier, Alexandre Varro, avait lieu la marche contre le racisme et l'islamophobie. Y avez-vous participé? Non, ça m'avait totalement échappé. Ils ne m'ont pas invité. Très étonnant. Et j'avais autre chose à faire. Avec un cortège de qualité, Yacine Bellatar, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Arnaud, Éric Coquerel, Médine ou encore Raquel Garrido. Bref, un échantillon de l'islamo-gauchisme comme on l'aime. Éric Nolot nous disait vendredi que la France insoumise, et Jean-Luc Mélenchon en particulier, représentaient le principal danger en France pour leurs appels à l'insurrection et à la révolution carrément. Vous partagez cet avis et cette crainte? Oui, honnêtement, ils me font peur. Ouais. Je trouve qu'ils sont assez assez terrifiants et je ne sais pas jusqu'où ils pourraient arriver au pouvoir. On sent chez eux une capacité de régime révolutionnaire 1793 qui a l'air, parce qu'il ne cesse de réhabiliter la figure de Robespierre. Voilà, les mois de terreur, avec Louis Boyard, Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de leurs petits camarades, me paraissent quelque chose à redouter, oui. Ces gens-là font peur. S'ils arrivent au pouvoir, puis si le Rassemblement national arrive au pouvoir, ce que redoute effectivement Éric Nolot, c'est un véritable appel à l'insurrection, quoi. Refaire l'histoire, la Révolution française, couper des têtes. Enfin, c'est vraiment, en tout cas, ce qu'évoquait Éric Nolot. C'est possible, et si nous arrivons au pouvoir, je pense que rapidement, les gens seront suffisamment satisfaits pour que l'appel à l'insurrection ne porte pas beaucoup. Il y a eu notamment ces questions d'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon en particulier.
vous avez certainement suivi certaines déclarations, certaines polémiques, notamment l'interdiction de cette conférence dans une université à Lille. Est-ce que certaines déclarations ne pourraient pas tomber sous le coup de la loi? Parce qu'on s'interroge quand même sur jusqu'où peut aller Jean-Luc Mélenchon dans ses propos. Alors en tout cas, il ne fait pas le moindre doute qu'il exploite dans le but de s'attirer une clientèle électorale issue de l'immigration et de l'islam, qu'il exploite la veine de l'antisémitisme. Il ne fait pas non plus le moindre doute qu'il n'y a plus aujourd'hui en France d'autres antisémites que les gens de ce milieu-là, les islamistes et un grand nombre des amis de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est là qu'est le problème. Et d'ailleurs, une large partie de la communauté juive s'en est rendu compte. Je pense à Serge ou Arnaud Klarsfeld, dont les déclarations à cet égard n'ont pas le moindre doute. Tournez votre regard. Ce que vous avez appelé l'extrême droite n'est pas un danger pour les juifs français. Voilà, le danger, il est chez les islamo-gauchistes. Et il l'assume avec une audace absolument insensée. C'est-à-dire, plaçant une militante palestinienne, qu'on soit triste des malheurs de la bande de Gaza, chacun l'est, mais qu'on prétende rayer Israël de la carte, comme le prétend cette femme qui est en position d'honneur sur la liste LFI, c'est quand même nettement plus préoccupant. Voilà, donc aujourd'hui, oui, il y a un nouvel antisémitisme, et cet antisémitisme appelle à rayer Israël de la carte, et effectivement, c'est un peu inquiétant. Autre sujet, Alexandre Varro, autre actualité, la fin de vie, c'est un sujet tabou. Nous devrions d'ailleurs plutôt parler d'euthanasie. Il y a un projet de loi. Comment se positionne le Rassemblement national ? J'imagine que tout le monde n'a pas exactement la même position sur ce sujet. Donc je vais vous donner mon avis à moi. Et puis c'est une loi qui va venir à l'Assemblée nationale. Et je n'ai pas vocation à devenir député à l'Assemblée nationale. Donc je ne parlerai pas à la place de mes camarades, mais je vais vous donner mon avis. Qui commence par une chose, développons les soins palliatifs. Une deuxième, je ne pense pas que Lynn Renault soit le summum de la pensée. Les gens en fin de vie, on l'a tous vécu. Je l'ai vu. Je me souviens, mon père, en soins palliatifs, à Jeanne Garnier, il a été jusqu'aux dernières heures. Il ne demandait pas la mort, il savait qu'il y allait. Mais on s'occupait suffisamment bien de lui pour qu'il y aille droit. Voilà. Et c'est à ça qu'il faut aboutir. Il ne faut pas donner aux gens qui sont désespérés les moyens de se supprimer. Il faut leur donner les moyens de ne plus être désespérés, voilà, et d'entrer dans la mort. Comme dans La Fontaine, on en reparle, le laboureur entouré des siens. Et voilà, ça peut même être beau, la mort. Mais voilà, de toutes les manières, on y va tous. Alors essayons d'y aller bien et pas d'y aller plus vite. Alors ce sujet nous amène à évoquer le sujet de l'aide à vieillir. Je vous en parle parce que nous avons reçu la députée de Vendée, Véronique Besse, qui a entamé un tour de France des initiatives pour aider les Français à mieux vieillir. Il y a une culture du renoncement de ce côté-là. La vieillesse nous dégoûte, nous désintéresse. C'est en tout cas le constat que fait Véronique Besse. Et cette loi sur l'euthanasie ne rassure pas sur la façon de traiter les personnes âgées. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, vous, Alexandre Varro ? Que Véronique Besse a raison déjà. Voilà. Elle ne se sent vraiment pas soutenue par ses collègues de l'Assemblée, donc c'est bien. Alors elle a raison de se préoccuper des plus anciens. Je connais bien Véronique. J'ai, avec Philippe de Villiers, fait de la politique avec elle. C'est quelqu'un, je partage beaucoup de ses combats. Et effectivement, s'occuper des anciens. Mais là, c'est un changement de civilisation qui est lié là aussi à énormément de choses. On ne vit plus aujourd'hui dans un grand bâtiment où cohabitent 3 générations. Ça n'existe pas. Et même il y en a 2 parfois quand il y a encore des familles. Mais 3, on ne le voit plus. Donc voilà, l'ancien est quelqu'un qu'on éloigne vers un EHPAD, parfois sordide quand on n'en a pas les moyens parce que ça coûte terriblement cher. Ça aussi, c'est quelque chose qui devrait être réglementé ou permettre aux gens en fait, de mieux s'occuper, de pouvoir s'occuper de leurs aînés. On ne va pas changer ça en claquant des doigts et en disant on fait une loi.
parce que c'est un changement de mœurs. Et les changements de mœurs, ça s'inscrit dans la durée, à l'aller et au retour. Oui. Là, comme on a détruit les familles par tous les bouts, depuis 100 ans, on a tout fait pour que la famille n'ait plus aucun sens. Et je me demande d'ailleurs pourquoi les gens voulaient se battre pour le mariage, que tout le monde a envie de se marier, alors que du mariage, il ne reste à peu près plus rien. Voilà, le mariage, c'est révocable ad notam, c'est un contrat. C'est un contrat qu'on peut dénoncer sans aucun motif. Donc c'est le plus faible des contrats qui existent en droit français, c'est le mariage. Donc vous énervez pas tous à vouloir vous marier, parce que de toutes les manières, ça n'a aucune espèce de portée. Mais marche avec ça, voilà, la destruction de la famille et le regard qu'on porte dans une société qui est tellement tendue. Il faudrait lire Philippe Muret sur tout ça, sur le bonheur immédiat, la consommation, la fête. Que effectivement la préoccupation des plus anciens n'est pas au premier rang. Alexandre Varro, vous avez un lien particulier avec la Fondation Jérôme Lejeune, il me semble. Vous avez écrit en 2017 une tribune assez émouvante au sujet de votre fils porteur de trisomie 21 en réponse à une autre tribune mettant en cause l'utilité de cette fondation, l'utilité publique de cette fondation. Est-ce que vous pouvez nous en parler de la Fondation Jérôme Lejeune ? Oui, donc le lien, il est à l'origine de la naissance de mon fils François, qui à cette heure-là ne nous entend pas puisqu'il est en train de travailler et qui est porteur de trisomie 21 et qui travaille, qui vit seul. On peut être heureux, on peut vivre bien en ayant une maladie de l'intelligence un peu lourde. Voilà. Et on le doit notamment à l'Institut Jérôme Lejeune, où sont pris en charge, c'est la première consultation médicale et psychologique en Europe. Ah oui. Donc François, nous l'avons amené là-bas, il devait avoir 8 jours. Le professeur Rectorel l'a pris dans ses bras, elle nous a écoutés, parlé pendant plus d'1 heure. Et on ne les a jamais quittés depuis parce que c'était nécessaire pour accompagner François. Et François, on l'a fait progresser d'une manière extraordinaire. Si on veut s'en occuper, si on n'en a pas honte, et si on est aidé par des professionnels, on y arrive très bien. C'est-à-dire que la fille du général de Gaulle, Anne, était porteur de trisomie. Et à cette époque-là, la plupart des gens qui avaient cette maladie mouraient à 25 ans. Parce qu'on ne savait pas s'en occuper. Alors aujourd'hui, paradoxalement, il n'y en a pas beaucoup qui naissent, mais ceux qui naissent, on sait s'en occuper. Et on sait s'en occuper pour qu'ils aient une belle vie. Il y a plein de malheurs possibles dans la vie. Bon, eux, c'est un malheur qui est inscrit dès le début, mais qu'on sait maintenant améliorer. Mais il y a des gens qui vont plus mal et qui sont plus malheureux et qui ne sont pas porteurs de trisomie 21. Donc oui, j'ai ce lien filial avec la Fondation, bien sûr. Merci beaucoup. Alors j'aurais aimé poursuivre cette conversation encore très longtemps, malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci Alexandre Varro d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes sur la liste de Jordan Bardella, nous ne savons pas encore candidat, une position qui sera révélée dans quelques jours, mais qui me permet de penser que je serai élu. Eh bien, nous allons suivre ça de près. Merci Alexandre Varro, à très bientôt. Merci.